On repart. Alors, on repart avec... c'est un truc... bonjour Christophe Servel, fondateur de Terre de Café. Moi, je me souviens très bien du fondateur de Starbucks, qui dirige plus aujourd'hui Starbucks, qui justement avait quitté Starbucks en disant, en fait, on a un potentiel pour faire payer le café encore plus cher. Et donc, je vais monter une nouvelle boîte. Je ne sais pas s'il l'a fait d'ailleurs. Vous devez le... Non, il ne l'a pas encore. Je ne sais pas. Et donc, je vais monter une nouvelle boîte qui va être dans l'excellence absolue, etc. Starbucks a monté un nouveau concept qui est un peu plus haut de gamme, qui s'appelle la réserve, où il y en a 3 ou 4 dans le monde. Mais le café n'est pas plus cher. Mais il a raison, on devrait vendre le café plus cher. Ça veut dire qu'on l'achèterait plus cher aux producteurs qu'on en a besoin. Mais voilà, mais c'était ça. Non, en gros, son sujet, mais j'allais démarrer avec ça, Christophe, c'est qu'à un moment, là, devant ce qui est en train de se passer, est-ce que, tiens, mais d'abord, est-ce que c'est quand même Nespresso qui a, qu'on le veuille ou non, réveillé quelque chose autour du café et nous a fait comprendre à nous tous que non, le truc... le carte d'or dans le filtre en carton avec l'eau chaude qui tombe dessus, on pouvait faire mieux. Oui, alors c'est Nespresso, alors c'est Starbucks aux États-Unis. Starbucks a amené le café, l'expresso justement, aux États-Unis vraiment. Alors on peut faire beaucoup mieux que Starbucks, mais ils ont amené cette culture de l'expresso, de latte, etc. Et effectivement, Nespresso en France a réanobli un produit qu'on avait tiré vers le bas depuis 40 ans. Ouais, c'est ça. Absolument. Ils ont fait... Alors déjà, ils sont très chers, c'est cher, mais quelque part, c'est plus le prix du vrai café, du bon café. Après, c'est un rapport qualité-prix qui est très élevé, je trouve. Mais en même temps, ils ont réintroduit l'idée dans la tête des Français qu'il n'y avait pas un café et qu'il y avait des cafés. Ouais. Voilà. Et que c'était aussi... Alors, eux, ils ont joué la carte du statutaire, mais qui avait des mauvais cafés, des cafés moyens, différentes manières de le boire, et qui avait également de très bons cafés. Et là-dessus, c'est pas Nespresso, je suis désolé de le dire. Non, vas-y, alors. C'est vraiment le phénomène qu'on a depuis 10-12 ans en France, depuis 20 ans aux États-Unis, qu'on appelle le phénomène du café de spécialité, où là, vraiment, là, on a des cafés très spéciaux. Ça vient de là, Specialty Coffee, c'est des cafés spéciaux. Ce qui est ton domaine de café. C'est là où on exerce. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, on traite le café comme on traite la vigne? Oui, comme on traite la belle vigne. Parce que, si vous voulez, on a longtemps dans le vin, on prend toujours l'exemple du négoce du Languedoc pour parler de vin bas de gamme, ce qui est moins le cas aujourd'hui, je tiens à le dire. Le négoce de café, c'était un peu ce qu'on faisait dans le Languedoc en années 70-80. Et en contre-champ de ça, on parle des grands Bourgognes, des grands Bordeaux. Le café de spécialité, c'est plus ça, c'est-à-dire qu'on fait attention à comment on élève la vigne. Alors aujourd'hui, il y a une dimension de durabilité extrême dans le specialty coffee, mais en gros, c'est les plus belles vignes, les plus beaux grains, les plus gros tris, les plus belles fermentations qui font des cafés. Et je lisais dans ce que tu écris, vous allez sur le site de Terre de Café, c'est passionnant si vous aimez le café. C'est-à-dire, il y a une relation à la terre, il y a un terroir très profond, il y a c'est des agriculteurs, comment on les appelle Le café, c'est un produit agricole, c'est un fruit. En fait. C'est un fruit qui fermente, qui donne. C'est très proche de la vigne. Mais c'est en ça où je lisais tout ce que tu écris. Mais mon Dieu, mais c'est du grand vin en fait. Absolument, ce sont des grands crus. Avec des plateaux, avec des territoires qui sont des territoires de l'heure. Alors, tu vas me dire, ensoleillement. Il y a des parcelles, c'est parcellisé. Calcaire, pas calcaire, etc. Voilà, il y a différentes variétés, comme il y a différents cépages dans le vin. Un merlot, c'est différent d'un pinot noir, qui est différent d'un... Alors, c'était une de mes questions, ça. Est-ce que c'est des cépages, le café? Alors, on appelle ça des variétés, mais on peut appeler ça cépage, si on veut faire une analogie. Il y a 2 grandes variétés, les arabicas. Le café de spécialité n'est issu que des arabicas, puisque c'est les cafés les plus nobles, les plus fragiles aussi, les plus coûteux, etc. Et il y a les robustas, enfin les canephora, le robusta qu'on boit, qui est très utilisé en industrie. Parce que c'est un café qui est pas cher, c'est un café qui est solide, robuste. D'accord, ça vient on de le là. laisse de côté, lui. Alors nous, on se concentre sur l'arabica. Nous, on le laisse de côté le plus possible. Et après arabica, donc après... Alors l'arabica, après il y a différentes variétés d'arabica. Donc là, on a parlé des espèces et les variétés. Il y a les plus anciennes, les typica en Éthiopie, on appelle heirloom, les typica, les bourbons, qui est une variété qui est apparue sur l'île Bourbon, donc au XVIIe siècle, La Réunion aujourd'hui. Donc c'est une variété entre guillemets française. C'est cette variété-là qui a colonisé le monde entier.
puisqu'au départ, il n'y a pas de café en Colombie, il n'y a pas de café au Brésil, il n'y a pas de café en Amérique centrale. Ce sont les colons, la colonisation et malheureusement l'esclavage qui ont amené le café en dehors de l'Éthiopie, du Yémen et de l'île Bourbon. Et après, tu parles beaucoup de la torréfaction. Alors la torréfaction, c'est la deuxième étape, c'est la deuxième transformation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté, qu'on a élevé, qu'on a récolté, qu'on a fait sécher, qu'on a fermenté, trié nos cerises de café, en fait, le café, on consomme le grain, la graine. Ça arrive dans des sacs qu'on a scrupuleusement choisis, etc. On a fait notre sourcing en pays producteur ou ici. Et là, il faut le cuire parce que le café, il arrive cru. Et nous, notre métier, après la sélection, c'est la cuisson. Et là, on va le torréfier. Et on ne torréfie évidemment pas tous les cafés de la même manière. C'est-à-dire qu'un café qui a un petit grain très dense, qui est très floral, on ne va pas le torréfier qu'un café qui a un gros grain peu dense et qui est très fruité, moins floral. On va chercher des courbes de cuisson différentes pour révéler au mieux ce qu'on a envie de révéler. Voilà. On boirait bien un petit café là. Je suis désolé. Non, mais vraiment l'assimilation avec le vin. Et donc là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un marché en fait pour payer le prix. Exactement. De l'ensemble de ce que tu viens de décrire. Voilà, ça c'est très très important. C'est qu'on arrive à un moment où effectivement, il y a une grande filière du café qui est une des premières matières échangées dans le monde. Et dans cette filière, depuis une dizaine d'années, alors en France c'est plus récent, parce que nous on a été parmi les premiers à faire ça il y a 12 ans, et depuis, moi je vois l'évolution, depuis 5-6 ans, il y a un vrai marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète suffisamment de café en volume pour avoir des échanges de long terme avec les producteurs et de récompenser la qualité. Ouais, c'est ça. Et le marché, et grâce alors à des torréfacteurs comme nous, mais aussi grâce au public, aux Français pour le coup, mais aux habitants du monde entier, parce que c'est un phénomène mondial et c'est ça qui est intéressant, où des gens acceptent et comprennent par le goût. Et aussi, à mon avis, c'est un engagement aussi de faire ça, c'est qu'on peut acheter un paquet de café à 10 €. Et c'est ça qui rend un marché possible et c'est ça qui rend la valorisation possible de toute la chaîne en amont. Et ça, c'est super important et ça, c'est vraiment très récent. Alors, c'est les gens, mais c'est aussi les entreprises, ce sont aussi nos amis restaurateurs qui sont en grande détresse en ce moment. Et on va en dire un mot. Les hôteliers, etc. C'est-à-dire que moi, j'assiste à ça en direct. C'est la révolution, c'est le petit pousset. Les industriels se moquaient de nous au départ et aujourd'hui, on leur prend des marchés, des gros marchés, chaque mois, chaque année. Attends, parce que je veux même tirer le fil. Mais parce que alors l'industrie pour le coup, très très vite, Moulinex, effondrement de Moulinex sur un symbole justement, la machine à café chinoise. Voilà, la cafetière chinoise, on peut plus faire de cafetière en France, c'est fini. Etc. Arrive, qu'on le veuille ou non, la révolution Nespresso, et tout à coup, la machine elle-même se met à regagner de la valeur, et tout à coup, on peut à nouveau fabriquer cette machine, alors en Allemagne, dans les pays développés, avec même derrière une filière de réparation. Tout ça entraîne derrière, même en termes d'outils industriels, des mutations qui sont extraordinaires. Et très rapides, mais surtout qui rebattent les cartes du partage de la valeur économique. Moi, je trouve que c'est ça qui est absolument passionnant. Et ça va très très vite. Alors c'est intéressant ce que vous dites sur la machinerie, parce qu'autour du café de spécialité, vous avez tout un écosystème. Mais oui. Les machines à café, les services, les filtres. On se moque du café filtre encore en France, mais en réalité aujourd'hui, un café filtre bien fait, c'est quelque chose d'envoûtant. Et je vous promets, si vous me je reviens et on le fait, je vous promets. Et je vous invite à venir. Le terme envoûtant, là, il faut. Des boutiques, mais c'est vrai. Ouais. Et il y a un écosystème autour des machines professionnelles, il y a un écosystème autour de l'accessoirisation en général. Les machines à torréfier ont évolué. Tout est devenu digital et on est dans la précision. Comme tous les beaux produits gastronomiques, comme la gastronomie en général, il faut utiliser des beaux produits, il faut être précis. Le café spécialité, c'est ça. Et ce que je trouve formidable en ce moment, dû notamment à cette pandémie, qui accélère le phénomène, et ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que la précision, ça n'est plus le propre d'un grand chef qui va demander à son staff de faire un beau café, c'est le propre de chacun chez soi. Ils s'achètent une petite balance, ils s'achètent leur petit moulin, ils s'achètent leur petit dripper, il y en a pour 100 €, et là, ils peuvent faire tous les cafés qu'ils veulent et ils se régalent et ils sont précis. Et ça, c'est une généralisation. Attends, je me gourre pas. Toi, tu organises toi-même quand même des formations. Oui. Parce qu'au bout de tout ce qu'on a décrit, faire le café, voire le verser même, il y a un coup à prendre. Il y a un peu de technique. Encore une fois, comme un sommelier, quoi.
Ouais, exactement. C'est un petit peu plus le vin. Il faut savoir quelle température, avec quoi, le Mais carafé, le pas café aussi, le j'ai carafé. l'impression, la température de l'eau, etc. Absolument. Enfin, C'est un petit peu plus complexe puisqu'il faut le faire. En Ouais. fait, la première transformation, c'est le pied producteur. La deuxième, c'est la torréfaction. Et la troisième, c'est la tasse. Il y a 3 transformations dans le café. Dans le vin, on peut résumer au fait de dire qu'il y en a 2. Donc c'est plus complexe. Et c'est pour ça aussi que ça pousse pas chez nous et c'est moins exploré aussi pour ça. En fait, il y en a 3, mais c'est normal. Tu connais moins le vin que le café. Mais en fait, ce qu'on sait peu, c'est que le viticulteur n'est pas toujours celui qui derrière va faire le vin. Donc il va y avoir aussi l'assembleur qui ensuite va, voilà, et notamment en Bourgogne, etc. Enfin, voilà. Dans le Bordelais aussi. Dans le Bordelais aussi. Mais continuons sur le café. Et donc ça va jusque, il y a des championnats de garçons de café. Enfin, on dit barista maintenant quand on est bon. Très sérieuses, nationales, internationales. Incroyable. Les mecs qui gagnent deviennent des stars. Moi, j'ai traversé des aéroports, notamment avec un torréfacteur star. Un Suédois où les Japonais le prenaient en faute. C'est incroyable, hein. Si, c'est rockstar, quoi. Il y en a 2-3 comme ça. Donc, et puis ceux qui gagnent ces championnats ont des carrières assurées à vie, c'est-à-dire qu'ils évoluent. Maintenant, aujourd'hui, quand vous allez dans une boutique Terre de Café ou n'importe quelle boutique, on appelle des coffee shops. Moi, je considère nos boutiques plus comme étant vraiment des boutiques de café où on peut consommer. Les garçons qu'on voit derrière le comptoir, c'est des gens, leur passion, c'est le café et leur vie, c'est le café. C'est passionnant. Voilà. Mais alors, et pour en revenir à Terre de Café, donc 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça Un peu plus, ouais, 4 millions 5. 4 millions 3. Et donc, toi, il a fallu que tu fasses un switch, justement, bar, café, restaurant fermé. Ouais. Et donc, ça a été une accélération. Quelque part, peut-être même ça t'a rendu service vers les particuliers. Ouais, c'était un rééquilibrage de notre modèle, puisqu'on faisait les 3/4 en ce qu'on appelle B2B, donc hôtel, restaurant, entreprise, épicerie fine. Et les hôtels, les restaurants ont fermé. Donc on a fait moins 50 sur notre chiffre d'affaires B2B. Mais par contre, on a fait plus 230 sur le retail web. Donc on a un site internet, terredecafé.com, qui marchait bien. Hein, mais on a vu, c'était la folie. Hein, les boutiques marchent bien, toujours. Donc c'est vraiment en plus. Et alors vraiment, ça, j'insiste là-dessus, parce que beaucoup de commerçants s'interrogent sur dès que vous mettez du contenu sur votre site. Dès que vous mettez du contenu, et là il y a du contenu, il y a des photos, il y a enfin voilà. Et forcément on est bien davantage en confiance que si on avait les paquets qui s'affichaient avec des. Ouais, il faut que ce soit joli déjà. Pour ceux qui sont il faut une marque quand même. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à. Oui, mais alors cette marque, elle n'était pas B2C. Donc comment ça s'est passé? On achète des liens sponsorisés et des mots clés. On fait du marketing. Hein, on a quand même des boutiques. La marque, mais on accélère sur le marketing finalement. Absolument. La marque chez nous, elle était faite, a été construite. La vision, elle a 10 ans. Le discours, il est verrouillé. Enfin, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. On est sincère dans notre communication. Ça, c'est important aussi. Si j'ai un conseil à donner, on triche pas. C'est compliqué de tricher, surtout quand on parle de durabilité, d'environnement, etc. Il faut se donner les moyens de son discours, si je puis dire. Et puis, effectivement, après, il y a des experts, ce sont des gens dont c'est le métier. De faire du marketing sur Internet et notamment de donner de l'argent à Google et à Facebook, puisqu'aujourd'hui, c'est par eux que ça passe. Et ça, c'est vraiment un métier. Moi, en un an, on a appris... c'est incroyable d'ailleurs parce que c'est sans surprise. Enfin, il y a très peu de surprises. Oui, mais alors, je vais me permettre de me faire l'avocat du diable Google et Facebook, un peu comme la grande distribution. Heureusement qu'ils sont là, pour que tu puisses justement faire ce switch quasiment en temps réel. Alors, ils sont là. Le problème, c'est qu'ils sont en situation de monopole, en fait. Quasi. Oui, mais pour toi, c'est très bien. Parce que ça veut dire que tu sais exactement où dépenser ton argent. Il faut s'en servir. Il faut savoir s'en servir. Mais effectivement, ils sont incontournables. C'est-à-dire que quand on veut exister sur Internet aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un contenu de qualité. Ça ne suffit pas. Non. Voilà, il faut payer. Après, le retour sur investissement est très rapide et sans surprise. 230%. Sans surprise. C'est assez incroyable. Hein. Bon, dernière question. Est-ce que comme Bordeaux-Bourgogne, tu es Éthiopie ou Colombie, par exemple ? Alors moi, j'aime tous les bons cafés. Mais j'ai commencé ma carrière en Éthiopie avec le café de forêt. Et ça reste le plus merveilleux des cafés dans son ensemble. Il n'y a pas que le goût, il y a tout. La culture éthiopienne du café, enfin, c'est enraciné vraiment parce que c'est l'origine du café. Et puis, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Se promener sous des forêts de caféiers qui sont normalement des arbres, sont taillés en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Là-bas, on marche sous les forêts de caféiers qui eux-mêmes sont surpassés par la canopée des forêts secondaires. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Christophe Servel, donc le fondateur de Terre de Café, était notre invité sur Bismart.